Une incroyable histoire de William Arish, chapitre 3. Buddy alla tristement s'asseoir sur une chaise et, la tête entre les mains, essaya de comprendre. Il était puni pour n'avoir pas voulu faire ce que justement ses parents lui défendaient de faire. Il entendit son père se déchausser, puis gémir les ressorts du sommier. Après ça, plus rien. Son père dormirait jusqu'au soir maintenant, mais peut-être sa mère viendrait-elle le délivrer avant de partir à son travail. Buddy s'approcha de la porte et se mit à tourner la poignée dans tous les sens, pour essayer d'attirer l'attention de sa mère tout en faisant le moins de bruit possible. « Ma! » chuchota-t-il dans le trou de la serrure. « Hé, ma! » Après un moment, il l'entendit s'approcher sur la pointe des pieds. « Ma, t'es là? Laisse-moi sortir, dis! »« C'est pour ton bien, Buddy, » chuchota-t-elle en retour. « Je ne peux pas t'ouvrir, tant que tu ne seras pas revenu de cet affreux mensonge. Ton père me l'a défendu. » Elle attendit patiemment. « Tu retires ce que tu as dit, Buddy? »« Non, soupira-t-il. » Le cœur serré, l'enfant retourna s'asseoir sur sa chaise. Que faire quand même vos parents ne vous croient pas? Vers qui se tourner? Une chose pareille, il faut pourtant bien la dire à quelqu'un. Sans cela, on agit aussi mal que les gens d'en haut. Buddy n'était pas aussi terrifié que la nuit précédente, parce que maintenant c'était le jour. Mais il continuait à éprouver une crispation au creux de l'estomac chaque fois qu'il repensait à ça. Il lui fallait absolument le dire à quelqu'un. Soudain, il tourna la tête du côté de la fenêtre. Comment n'y avait-il pas songé plus tôt? Sans doute parce qu'il n'avait d'abord eu d'autre idée en tête que convaincre ses parents de la véracité de ses dires. Mais puisqu'on ne le croyait pas chez lui, il irait ailleurs, ou peut-être on le croirait. C'était ce que faisaient les grandes personnes quand elles se trouvaient dans un tel cas. Alors, pourquoi n'agirait-il pas comme elle? La police. Voilà à qui il devrait aller raconter ce qu'il avait vu. C'est à la police qu'on doit s'adresser pour des choses comme ça. Et, s'il l'avait cru, son père lui-même ne serait pas allé ailleurs. Puisque son père n'avait pas voulu le faire, c'est lui qui irait les mettre au courant. Buddy se leva et fit glisser sans bruit le cadre inférieur de la fenêtre. Puis, il passa sur l'escalier d'incendie, ce qui ne présentait aucune difficulté. À son âge, c'était aussi facile que de sortir par la porte. Une fois dehors, il referma la fenêtre, mais pas complètement, afin de pouvoir la rouvrir quand il reviendrait. Il raconterait tout à la police, puis il regagnerait sa chambre pour que son père ne le trouve que lorsqu'il se réveillerait. Ainsi, sa conscience serait soulagée et il n'aurait plus de soucis à se faire. Buddy descendit l'escalier d'incendie et, parvenu à la portion constituée par une échelle coulissante, il se suspendit par les mains et se laissa tomber sur le sol pour n'avoir pas à la manœuvrer. Après quoi, il traversa le rez-de-chaussée et ressortit dans la rue sans avoir rencontré âme qui vive. Il s'éloigna vivement de la maison afin de ne pas courir le risque d'être aperçu par des gens qui le connaissaient et, par la suite, pourrait incidemment raconter la chose à ses parents. Dès qu'il eut tourné le coin de la rue, il se sentit en sécurité et ralentit le pas en réfléchissant à ce qu'il fallait faire. Pour une affaire aussi grave, mieux valait aller directement au commissariat plutôt que de s'adresser à un agent dans la rue. Les commissariats inspiraient bien quelques craintes à Buddy, mais enfin, du moment qu'on n'avait rien fait de mal, on doit pouvoir s'y aventurer sans risque. L'enfant ignorait au juste où, mais il savait qu'un commissariat devait se trouver dans les parages. Voyant un épicier qui balayait devant sa boutique, il rassembla tout son courage pour lui demander « Où est le commissariat, monsieur, s'il vous plaît? »« Est-ce que je sais? » répondit l'homme bourru. « Je ne suis pas un annuaire téléphonique. Allez, ôte tes pieds de là. Tu vois bien que je balaie. » Buddy s'éloigna sans insister, mais l'épicier lui avait donné une idée. Il alla jusqu'à la poste et feuilleta l'annuaire qui était enchaîné au mur. Il repéra l'adresse d'un commissariat voisin et s'y rendit. À mesure qu'il s'en approchait, la peur de ce genre d'endroit inspire aux gamins de 6 à 8 ans, dont les flics sont les ennemis naturellement, numéro 1, s'emparait de nouveau de lui. Il rôda un moment aux alentours et ce fut seulement lorsqu'il vit le chat du poste y entrer qu'il trouva assez de courage pour en faire autant. L'homme qui était assis derrière le comptoir fut un long moment avant de lui accorder la moindre attention, examinant différents papiers. Buddy resta planté là, à attendre, n'osant parler le premier. Finalement, l'autre lui demanda gentiment « Qu'est-ce que c'est, petit? Tu as perdu ton chien? »« Non, monsieur, » dit Buddy, la gorge contractée. « Mais je voudrais vous dire quelque chose. » Le sergent sourit d'un air absent, en continuant à examiner ses papiers. « Oui, qu'est-ce que c'est? »
Buddy regardait avec appréhension du côté de la rue, comme s'il avait peur qu'on pût l'entendre. C'est très sérieux. C'est au sujet d'un homme qui a été tué. Cette fois, le sergent lui accorda toute son attention. Tu sais quelque chose à propos d'un homme qui a été tué? Oui, monsieur, halta Buddy. Cette nuit, et j'ai pensé qu'il valait mieux venir vous avertir. Il se demanda s'il en avait assez dit et s'il pouvait s'en aller après ça. Non, bien sûr, il fallait qu'il leur donne le nom et l'adresse. Il ne pouvait pas deviner où c'était. Le sergent se frotta le menton. Tu ne chercherais pas à te rendre intéressant par hasard? Mais il lui suffit de regarder le visage de Buddy pour être rassuré sur ce point. Non, monsieur, affirma l'enfant avec chaleur. Bon, alors je vais te dire. Ce n'est pas exactement mon rayon. Tu vois ce couloir-là, là-bas, à côté de la pendule? Tu vas le prendre et tu iras frapper à la seconde porte que tu verras sur ton chemin. Il y a un homme qui est là et tu lui raconteras tout. Mais n'ouvre surtout pas la première porte, car c'est celle d'un ogre qui mange des enfants comme toi pour son petit déjeuner. Buddy alla jusqu'à l'entrée du couloir et se retourna pour être bien sûr de ne pas se tromper. La deuxième porte, lui confirma le sergent. Buddy continua donc d'avancer, mais fit un grand crochet devant la première porte, se plaquant contre le mur opposé afin de ne courir aucun risque inutile. Puis, il frappa à la seconde porte et se sentit dans le même état d'esprit que lorsqu'il se présentait au bureau du principal de son collège. À la vérité, plus effrayé encore. « Entrez !» cria une voix. Buddy se sentit incapable de bouger. « Eh bien !» cria de nouveau la voix, avec un soupçon d'impatience. Rester dehors eût été désormais pire qu'entrer. Buddy respira donc à fond et entra. Puis il se rappela qu'on doit refermer la porte. Quand on oublie de le faire en pénétrant dans le bureau du principal, il faut ressortir et recommencer. Dans la pièce, il y avait un autre homme derrière un autre bureau. Son regard était fixé à 6 pas de la porte pour saisir l'arrivant. Mais, ne voyant rien, il s'abaissa jusqu'au niveau de l'enfant. « Qu'est-ce que c'est? » grogna l'homme. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici? » La première partie de la question ne semblait pas s'adresser à Buddy, mais au plafonnier ou quelque chose comme ça. Buddy dut raconter son affaire une seconde fois, mais la répétition ne la rendit pas plus facile à dire. L'homme se contenta de le regarder. Dans son esprit, Buddy avait imaginé que, son récit à peine terminé, se déclencherait une sorte d'alerte générale, une ruée de tous les occupants du commissariat vers les voitures de police, dont les sirènes hausseraient leurs clameurs au milieu des ordres frénétiquement hurlés. C'est toujours comme ça que les choses se passaient dans les films. Mais dans la vie réelle, l'homme assis derrière le bureau se contentait de le regarder. « Comment t'appelles-tu, petit? » lui demanda-t-il. « Et quelle est ton adresse? » Buddy le lui dit. « N'as-tu jamais eu de cauchemar, petit? Tu sais, de ces mauvais rêves qui font si peur? »« Oh, si souvent, répondit Buddy sans méfiance. L'homme parla alors dans une sorte de boîte qui se trouvait sur son bureau. « Ross, venez ici. » Un homme entra dans la pièce. Comme l'autre, celui-là n'était pas non plus en uniforme. Aux yeux de Buddy, c'était un signe d'infériorité. Ils conférèrent à voix basse et l'enfant ne put rien entendre ce qu'il disait. Mais il se rendait bien compte qu'il parlait de lui. Ça se voyait à la façon dont, de temps à autre, il lui jetait un coup d'œil. Il n'avait pas l'air qu'ils auraient dû avoir. Au lieu de paraître soucieux, préoccupé par ce qu'il venait de leur apprendre, il semblait plutôt avoir de la peine à garder un visage inexpressif, comme lorsqu'on a envie de rire. Puis le premier parla à nouveau à voix haute. « Ainsi, tu les as vus le couper et le... » Non, il n'avait pas dit ça. Buddy s'en souvenait parfaitement et il n'était pas venu là pour raconter des choses inventées, bien que, quelques semaines auparavant, il eût sauté sur l'occasion ainsi offerte de donner libre cours à son imagination. « Non, monsieur, ça, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Je les ai juste entendus raconter qu'ils allaient le faire. Mais avant qu'il pût affirmer de nouveau, comme il s'apprêtait à le faire, avoir vu l'homme s'effondrer et le couteau s'enfoncer 3 fois dans son corps, le détective, sans attendre, lui coupa la parole avec une autre question, si bien que Buddy semblait s'être totalement rétracté en avouant n'avoir rien vu. « As-tu parlé de ça à tes parents? » C'était la question que redoutait Buddy. « Oui, dit-il à contre-cœur. Alors, pourquoi ne sont-ils pas venus nous en informer au lieu de t'envoyer? » Buddy essaya de s'en tirer en ne répondant point. « Parle, petit. »
Aux flics, on est obligé de dire la vérité. C'est très grave de ne pas dire la vérité aux flics, même si ce sont simplement des flics en civil comme ceux-ci. Ils ne m'ont pas cru, balbutia l'enfant. Et pourquoi ne t'ont-ils pas cru? Ils disent que je suis toujours à inventer des choses. Il vit le regard qu'échangèrent les deux hommes et comprit sa signification. Ils avaient d'or et déjà perdu la bataille. Il prenait la partie de son père. Oh, ils disent ça. Et c'est vrai que tu inventes des choses? Il faut dire la vérité aux flics. Avant, oui, souvent, mais plus maintenant. Pas cette fois. Cette fois, j'ai rien inventé. Buddy vit un des hommes se toucher rapidement le front du doigt. C'était un geste qu'il était censé ne pas voir, mais il le vit quand même. Es-tu bien sûr de savoir quand tu inventes des choses et quand tu n'en inventes pas, petit? Oh oui alors, protesta l'enfant. Je sais bien que je n'invente rien cette fois. Je sais bien que c'est vrai. Mais il se rendit compte que ce n'était pas une très bonne réponse. Malheureusement, il n'en avait pas trouvé d'autre. Avec leur façon de faire, il ne savait plus où il en était. Nous allons envoyer quelqu'un pour vérifier ça, petit, dit le premier homme pour le rassurer, avant de se tourner vers son compagnon. Ross, allez là-bas et jetez un coup d'œil. Mais mollo, hein? Et rien d'officiel. Proposez-leur un abonnement, un magazine ou quelque chose comme ça. Non, tenez, un rasoir électrique. Ça vous permettra de vérifier un point de l'histoire. J'en ai un dans mon tiroir et vous pourrez l'emporter comme si c'était votre appareil de démonstration. C'est au... Et se tournant vers Buddy d'un air interrogateur. C'est au 6e étage, juste au-dessus de chez nous. Bon, d'accord, dit Ross sans enthousiasme. Mais il partit quand même aussitôt. Va attendre dans la grande salle, dit l'autre homme à Buddy. Assieds-toi sur le banc. Buddy obéit. Il resta assis sagement pendant près d'une demi-heure. Puis, il vit Ross revenir et disparaître derrière la seconde porte du couloir. Alors, il attendit, plein d'espoir, le branle-bas, la ruée, la vocifération. Rien ne se produisit. Personne ne bougea. Tout ce qu'il put entendre fut Ross qui pestait et récriminait derrière la vitre dépolie de la seconde porte, tandis que l'autre homme riait, comme lorsqu'on s'amuse aux dépens de quelqu'un. Puis, ils le réclamèrent.